So good, so good, so good. Spring styles are at Nordstrom Rack stores now, and they're up to 60% off. Stock up and save on Rag & Bone, Madewell, Vince, All Saints, and more of your favorites. How did I not know Rack has Adidas? Why do we rack? For the hottest deals. Just so many good brands. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Salut tout le monde, bienvenue au 7e épisode spécial pour les abonnés du podcast. Je vous remercie encore pour votre soutien, c'est vraiment motivant de savoir que vous croyez en mon projet et que vous me soutenez, merci beaucoup. Sans plus tarder, je réponds aujourd'hui à 5 questions. La première question, c'est celle de William. Donc il m'écrit « Votre podcast est une référence incontournable pour tous ceux qui souhaitent débuter avec leurs finances, merci ». Il dit que ça l'a aidé à prendre ça en main ses finances et à investir de façon autonome. Il dit depuis 1 an des centaines d'heures consacrées à apprendre la gestion des finances personnelles par l'écoute de podcasts, YouTube, lecture. Il dit qu'il est abonné et bien heureux de soutenir mon travail. Merci beaucoup à toi, William. Donc sa question, il dit concernant l'investissement dans les actions individuelles, qu'est-ce que les divisions regroupements d'actions? Donc c'est quoi les divisions et les regroupements d'actions et quelles sont les conséquences sur l'entreprise et sur l'investissement des actionnaires? Est-ce que ça suggère des changements positifs ou négatif lorsqu'il y a division ou regroupement d'actions? Donc ma réponse, salut William, merci pour ces bons mots et surtout de parler du podcast et d'être un des premiers abonnés, donc c'est vraiment apprécié. Donc pour répondre à sa première question, la division d'actions, donc ce qu'on appelle le stock split en anglais, c'est quand une compagnie décide de diviser ses actions en circulation par un plus grand nombre d'actions. Donc par exemple, si la compagnie X possède 1000 actions en circulation à 10$ et qu'elle fait une division 1 2, donc elle veut doubler ses actions, elle en emmènant 2000 actions à 5$ chacune au lieu de 1000 à 10$. Le regroupement d'actions, c'est l'inverse. Donc lorsqu'une compagnie va fusionner des actions pour en avoir moins. Donc par exemple, la compagnie Y possède 1000 actions à 10$, après un regroupement 2-1, elle en possède maintenant 500, mais à 20$. Donc comme tu peux le voir, la valeur totale de l'investissement ou de la compagnie elle-même change pas. Ces deux actions ont donc théoriquement aucune conséquence sur l'entreprise ou sur les placements des investisseurs. Je dis théoriquement parce que tu me questionnes à savoir si c'est positif ou négatif, donc c'est la deuxième partie de ta question. En pratique, la division d'actions est souvent plus positive ou neutre, alors que le regroupement d'actions est plutôt perçu habituellement négativement par les investisseurs. Ça, c'est parce que la division va souvent servir à offrir une accessibilité accrue en rendant les actions plus abordables. Donc, on peut augmenter la demande pour les actions, notamment à cause de ceux qui ont des plus petits montants à investir. Donc, au lieu d'avoir une action, exemple, à 1000$, ben, tu pourrais l'acheter à 500$, c'est plus accessible. Et ça rend le titre donc plus liquide pour augmenter le volume de transactions. Donc, des fois, quand une action va être moins chère, elle va faire partie un peu plus du day trading. Donc, ça augmente le volume de transactions, je cherchais le mot. Donc, ça augmente le volume de transactions. Et ça, on va voir tantôt que quand il y a plus de volume, ben, ça peut diminuer le spread, donc l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc, ça peut être intéressant. La division d'actions s'entraîne également parfois une plus grande confiance de la part des investisseurs. Donc, il y a un potentiel de croissance future qui peut être perçu. Pour ma part, personnellement, je reste assez neutre. Pour moi, ça influence en rien comment je vois la qualité d'une compagnie ou sa valeur, même si parfois les jours qui vont suivre la division de titres, le titre va se négocier un peu plus et monter un peu, il paraît, selon mes lectures. D'un autre côté, le regroupement d'actions va souvent servir à pas être retiré des marchés boursiers parce qu'il faut un prix minimum pour être sur les marchés boursiers pour pas devenir ce qu'on appelle un penny stock. Donc c'est plus souvent perçu négativement parce que ça peut indiquer des difficultés financières. Donc en gros, la distinction entre les deux est simple. Même si les valeurs de l'entreprise demeurent inchangées, ça peut parfois avoir des impacts sur les perceptions des investisseurs à court terme. Deuxième question de l'épisode d'aujourd'hui, celle de William, c'était sa deuxième question. En fait, une deuxième question que j'avais notée, c'était, il me suggérait de parler de l'importance du prix acheteur visite prix vendeur, donc en anglais on parle du bid visite ask price, lors d'une transaction et de bien distinguer la différence. Donc il me disait merci pour les synthèses, bonne journée. Donc le prix d'achat, le bid, et le prix de vente, le ask, sont souvent appelés justement bid et ask. C'est des termes qui sont utilisés dans le contexte quand on fait des transactions boursières pour décrire les deux côtés du marché financier. Donc, il y a toujours un vendeur et un acheteur quand vous achetez une action ou vous vendez une action, bien sûr, sur le marché boursier. Ça représente le prix auquel, justement, les deux participants dans l'échange sont prêts à acheter ou vendre l'actif, le titre financier, soit une obligation, une action, etc. Donc, le prix d'achat, le bid,
c'est le prix auquel l'acheteur, en fait les acheteurs sont disposés à acheter l'actif qui va être transféré. C'est le prix le plus élevé qu'un acheteur est prêt à payer pour acquérir l'actif. Donc les ordres d'achat passés par les investisseurs vont être affichés en fonction de leur prix d'achat du plus élevé au plus bas. D'un autre côté, le prix de vente, le ask, c'est le prix auquel les vendeurs sont prêts à vendre l'actif. Donc c'est le prix le plus bas qu'un vendeur est prêt à accepter pour céder l'action ou l'obligation. Donc les ordres de vente passés par les investisseurs sont affichés en fonction du prix de vente le plus bas jusqu'au plus élevé. Donc en gros, c'est simple à comprendre. Vous essayez d'acheter un chandail en voyage, puis là ça se vend 40$, puis vous dites ben moi je veux 30, puis il n'y a aucun vendeur qui le bat en votre 40, ben il n'y aura pas d'échange. Vous n'allez pas acheter l'action, l'autre personne ne la vendra pas. Alors que si le prix de vente est entre 40 et 50, puis que vous, votre prix d'achat est entre 35 et 45, ben vous allez peut-être vous rejoindre entre 40 et 45. Donc l'importance de ces deux prix-là, c'est que la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, c'est ce qu'on appelle l'écart ou le spread. Et c'est une des principales sources de revenus pour les courtiers et ceux qui s'occupent des transactions sur le marché boursier. Donc l'écart va refléter justement le coût de la transaction pour les investisseurs. Plus l'écart est étroit, plus ça vous coûte moins cher de frais de transaction. Donc habituellement, c'est vraiment des 1, 2, 3 cents, là, mais il y a sur certains titres, il paraît que ça peut être plus élevé le spread. Donc le spread est important pour trois choses, en fait 4 choses, je dirais. Donc l'écart, le spread. Donc c'est important pour la liquidité. Donc un spread qui est étroit, qui est moins large, là, qui est plus rapprochant entre le vendeur et l'acheteur, ça va souvent indiquer une liquidité élevée sur le marché, ce qui va signifier qu'il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs qui sont actifs. Ça va faciliter les transactions et ça diminue, en fait ça réduit souvent les risques que votre ordre d'achat soit pas exécuté. Ce qui m'est jamais arrivé en passant. Là. Ça a également un impact sur le coût de transaction. Donc pour l'investisseur, plus l'écart est large, le spread, plus le coût de transaction va être élevé. Donc il va devoir payer davantage pour acheter ou vendre l'actif. Ça a un impact sur l'indicateur de marché. Donc l'écart, le spread peut être considéré comme un indicateur de la demande puis l'offre du marché. Donc un écart qui est plus petit peut indiquer un marché actif et en croissance, tandis qu'un écart plus large peut indiquer un marché qui est moins liquide et dans lequel ça se peut que vos ordres d'achat soient pas exécutés, que vous ayez de la difficulté à vendre ou acheter l'action, au prix que vous désirez bien sûr. Et ça a un impact sur la volatilité. Donc dans les périodes de forte volatilité, l'écart peut s'élargir parce que les prix peuvent changer rapidement. Donc, ça peut augmenter le risque pour les investisseurs. Donc, c'est pour ça que j'avais lu quelque part, c'est important peut-être de mettre une limite d'achat quand on achète une action. Donc, exemple, l'action se vend 35$, vous dites, je veux l'acheter maximum à 35,15 cents. Donc, comme ça, si jamais, entre le moment où vous cliquez puis que la transaction s'effectue, il y a quelqu'un qui vend, on va dire, 1 million d'actions, puis que là, au lieu d'être à 35, ça monte à 75 par action. Ben là, en mettant une limite, vous n'avez pas ce danger-là. Donc, l'écart a aussi cette influence-là sur le prix d'achat d'une action. Troisième question. Donc, avant de passer à la troisième, en fait, les deux questions de William est un petit peu plus avancées. Donc, je vais pas trop dans le détail non plus pour pas perdre tout le monde. Mais sachez que c'était des questions intéressantes. Puis c'était vraiment dans le détail un petit peu là, des transactions qu'on peut effectuer sur les comptes de courtage. Donc, troisième question, c'était Benoît. Benoît me disait qu'il y avait un portefeuille 80% actions dans des fonds communs et 20% d'obligations dans des fonds communs, puis il voulait monter ça à 30% en obligations, donc tomber à 70-30. Il me demandait si c'était mieux de le faire avec des FNB qui étaient reliés à des obligations, donc des FNB d'obligations, ou d'acheter directement les obligations afin de baisser les frais de gestion qu'il y avait actuellement avec les fonds communs. Donc j'y répondais, salut Benoît, j'ai lu ce soir un peu sur les obligations parce que j'avais pas trop analysé encore ça, les obligations. Je connais pas beaucoup ça en fait parce que j'en ai pas dans mon portefeuille. Donc j'ai appris beaucoup grâce à la question de Benoît, donc je le remerciais. Et je disais qu'en gros, de ce que je lisais, puis bien sûr j'ai pas lu 100 livres là-dessus, mais c'était d'utiliser un FNB d'obligations semblait plus avantageux. D'abord parce que c'était plus simple, t'as pas à magasiner les obligations de façon individuelle. Et en plus, tu peux juste acheter un seul FNB chaque fois que tu veux, et celui-ci va regrouper des centaines d'obligations. Donc, tu profites de revenus chaque mois selon le FNB choisi. Attention, cependant, c'est pas comme une obligation normale. De ce que je comprends encore une fois, c'est que tu peux perdre ton capital. Donc, par exemple, si tu achètes un FNB pour 1000$, il se peut que la valeur de tes parts descende à 920$, mais tu vas profiter du revenu quand même, alors qu'une obligation individuelle que tu achètes auprès d'une entreprise ou d'un pays, ton capital va jamais descendre. Sinon, l'avantage de sélectionner les obligations individuelles, c'est le fait de pouvoir choisir les dates précises de début et de fin. Donc, par exemple, tu peux prendre obligation 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, bref, et protéger ton capital. Donc, il n'y aura pas de fluctuation. Le défaut, c'est que le rendement
est habituellement plus bas historiquement et que tu dois acheter différentes durées d'obligations, donc ça complexifie un petit peu tout le processus. Finalement, si tu choisis les obligations individuellement, il n'y a pas de frais de gestion qui sont associés au FNB, même si ces frais-là sont souvent très minimes. Si c'était moi, encore une fois, c'est pas un conseil, mais j'irais avec un ou plusieurs FNB d'obligations parce que j'aime ça simple et avoir plus de rendement. Donc, c'est pas un conseil, bien sûr, je le répète. J'ai comparé les 9 principaux FNB d'obligations sur différents sites et mon top 3 personnellement, ça serait XHB, VSC et VAB. Donc, merci Benoît pour ta question. Question numéro 4, c'est Robert. Donc, Robert m'écrit « J'aimerais m'acheter des logements à revenus d'ici 3 ans. Quel livre me conseilles-tu d'acheter pour augmenter mes connaissances? » Je lui disais « Merci encore pour la question. Voici les 3 livres que moi j'ai lus jusqu'à maintenant sur l'immobilier. Ils étaient tous intéressants, mais je suis loin d'être un expert dans le domaine. Donc, est-ce qu'il s'agit des meilleurs livres à lire? Je suis pas sûr. Puis depuis 1 an et demi, depuis que le podcast est commencé ou que je prépare le podcast, j'ai pas continué à lire sur l'immobilier. Puis ça me fait penser que je pourrais vous les résumer. Probablement dans un épisode futur, ça pourrait être intéressant. Une série de 3 épisodes, par exemple, sur des livres qui portent sur l'immobilier. Donc, je pense que je vais faire ça. Donc, les 3 livres, c'est le livre Lépine et Cournoyer, donc écrit en 2016, qui s'intitule 101 trucs en investissement immobilier. L'autre a été écrit en 2002 par Théoret. J'ai pas le prénom, désolé, là, j'ai juste ma référence bibliographique. Donc, le titre du livre, c'est Le guide du propriétaire d'immeubles à revenus. Et le 3e, c'est Cournoyer et Claude, qui est écrit en 2020, qui s'intitule Transformer en opportunité des multilogements trop chers. Donc ce sont les 3 livres que j'ai lus, puis j'en avais pas parlé encore beaucoup sur le podcast parce que j'étais plus dans les finances et le marché boursier, mais c'est peut-être quelque chose que je vais faire dans la prochaine année pour le podcast. Sinon, question 5, une autre question de Robert qui me demandait si je peux épargner 300$ par mois, quel pourcentage devrais-je mettre dans un REER, un CELI et en actions à la bourse? J'ai dit je dois répondre ça dépend. J'ai demandé est-ce qu'il cotise à un fonds de pension, y a-t-il des enfants, y a quel âge, c'est quoi son revenu brut, celui de sa partenaire s'il est marié ou conjoint de fait, c'est quoi les objectifs qu'il poursuit, c'est quand qu'il croit avoir besoin de l'argent, donc il faut qu'il réfléchisse à ces réponses-là, et après je pourrais le guider un peu mieux. Sinon, de façon générale, si je vois que des règles du pouce, c'est impossible de se tromper quand on investit dans son CELI. Donc c'est toujours une bonne option, le CELI, parce qu'au pire après tu peux le retirer sans imposition puis le mettre dans ton REER. Donc c'est jamais une erreur d'aller dans le CELI si jamais vous n'êtes pas sûr. Je disais pour terminer, tu me demandes d'investir dans REER, CELI ou actions à la bourse. Je rappelais que les actions c'est juste un type de placement, alors que le CELI REER c'est un type de compte, c'est des contenants dans lesquels il peut mettre des actions. Je disais donc qu'il pouvait s'interroger entre REER et CELI ou actions et obligations, mais pas entre REER et actions par exemple, c'est pas la même chose. Donc je disais au plaisir de rediscuter s'il veut plus d'informations après avoir répondu à ces questions. Donc il m'avait répondu, Robert, il m'avait dit j'ai aucun fonds de pension, aucun enfant, 31 ans, 52 000$ son revenu, puis il veut prendre sa retraite à 55 ans, donc dans exactement 24 ans. Il disait qu'elle allait vendre sa maison, avoir 300 000$, puis louer un appartement avec un coloc, avant, puis attendre 2-3 ans avant de racheter quelque chose, là, selon les taux hypothécaires. Bon, puis il finissait encore avec quelques compliments, là, il disait qu'il adorait le podcast, qu'il en parlait à tous ses proches, famille, amis, puis son meilleur ami, puis lui, il l'écoutait toujours, qu'il avait lu plusieurs livres, puis que justement, il allait avoir son premier enfant, son ami, puis qu'il faisait le budget ensemble pour se fixer des objectifs, en fait. Il disait que son ami allait chez le barbier à chaque mois, puis ça lui coûtait 50$, il capotait, puis là, il va maintenant 3 mois, il fait des meilleurs choix, grâce à moi, donc merci beaucoup. Je disais que ça me touchait en fait, que j'étais heureux de voir que les 7-8 heures investies à chaque semaine dans le podcast peuvent aider quelques personnes, tant mieux. Je dis pour répondre à sa question, avec les informations qu'il venait de me donner, le meilleur, ça serait de tout mettre dans le CELI app, vu qu'il veut s'acheter une propriété, mais ça exigerait qu'il soit plus propriétaire depuis 4-5 ans de mémoire après la vente de la maison. Donc, je disais c'était à lui de voir si c'était réaliste pour lui, ou selon le temps qu'il voulait être en appartement. En attendant, c'est difficile de dire si le CELI ou REER est plus avantageux, donc il faudrait que je fasse des simulations plus précises. Donc stratégiquement, sachant qu'il veut une maison dans quelques années, et que possiblement il va avoir le CELI app, j'irai avec le REER pour profiter des retours d'impôts tout de suite, et au pire, les réinvestir ensuite dans le CELI, ces retours d'impôts-là, à moins qu'ils me disent que son salaire va augmenter avec les années. Tu peux aussi aller avec du 50-50, donc je disais que tu peux mettre 50% au pire dans le CELI, 50% dans le REER. J'avais dit si c'était moi, qu'est-ce que je ferais? Ben, clairement, je ferais les calculs pour être certain. Donc, je prendrais une calculatrice pour estimer mes retours d'impôts selon mon revenu annuel avec 300$ de REER par mois. Voir si ça vaut la peine, sans oublier que le retour d'impôt pourrait mettre dans le CELI. Donc, je comparerais toutes les options avec les chiffres, puis j'irais avec la plus sensée.
Donc, je suis finalement désolé si la réponse n'est pas claire, c'est vraiment dur. Tu sais, ça, c'est un travail souvent de conseiller financier, là, de s'asseoir avec vous avec vos chiffres. Mais là, j'ai pas tous les chiffres, toutes les variables. Donc, c'est vraiment difficile à répondre. Mais dans tous les cas, vaut mieux investir dans un des deux, CELI ou REER, que pas investir du tout. Donc, bravo, Robert. Si tu veux pas te casser la tête, ce que je ferais, c'est 50-50 dans chaque ou 100% CELI. On se trompe jamais avec le CELI, comme j'ai dit plus tôt. Ça, c'était ma réponse. Quand j'ai préparé l'épisode, j'ai relu ma réponse, puis j'ai dit, mais maintenant que j'y repense, je pense pas, s'il pense pas utiliser le CELI app, mettons que c'est pas une option parce qu'il veut racheter dans 2-3 ans, ben pour moi, le CELI est mieux parce que son salaire, il est pas proche de 100 000 $. Il y a aucune allocation familiale en plus. Et après le calcul que j'ai fait avec un auditeur que vous allez voir dans les épisodes futurs, ça me confirme que c'est mieux aller avec le CELI sur 20 ans et plus. Si en plus c'est pour dans 2-3 ans pour une mise de fonds, ce qui m'a pas confirmé dans sa réponse, là. Mais là, c'est clairement mieux le CELI, même s'il n'a pas accès au CELI app, parce qu'au moins il ne repaiera pas l'impôt dans 2-3 ans, en retirant du REER. S'il a accès au CELI app parce qu'il souhaite acheter dans plus de 4-5 ans, ben pour moi, ça serait la meilleure option. Voilà, c'est tout pour ce 7e épisode des abonnés. N'hésitez pas toujours à me poser vos questions pour les prochains. Encore une fois, merci pour votre soutien. On se dit à mardi prochain pour l'épisode régulier. Ciao!